one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing. Salut à tous! À l'occasion des fêtes, je vous ai préparé une petite sélection de films et de documentaires sur l'art, histoire de pouvoir vous blottir sous une couverture en compagnie d'un chocolat chaud et de pouvoir apprendre plein de trucs depuis votre écran. Après une première partie sur les documentaires, on passe au film. On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. J'ai essayé au maximum de pas mettre trop de biopics dans cette sélection, mais ça n'a pas été facile. Et pour cause, c'est que beaucoup de films qui parlent d'art décident d'aborder ça sous l'angle de la vie d'un artiste. Alors j'ai rien contre quand c'est bien fait, et c'est pour ça que j'ai décidé quand même de garder deux de mes monographies préférées dans cette liste. Et on commence avec Séraphine. J'ai découvert l'artiste et le film d'un même coup. Je n'avais jamais entendu le nom Séraphine de Senlis, mais quand j'ai lu que le film parlait d'art avec Yolande Moreau, actrice qui, je ne sais pourquoi, m'inspire beaucoup de sympathie, j'ai foncé. Et puisque j'en suis à parler de la protagoniste, disons-le franchement, Yolande Moreau est excellente et livre ici une très belle performance. Deuxième point positif du film. Me faire découvrir une artiste mystérieuse dont je n'arrive pas à décider si j'aime ou non le travail. On la voit se faire découvrir en 1912 par un collectionneur allemand, Wilhelm Hude. Pas exactement un parfait inconnu, puisqu'il fut le premier acheteur de Picasso et que c'est à lui qu'on doit la découverte du douanier Rousseau. Et je suis une fan incontestée du douanier Rousseau. Oui, ça servait à rien de vous le dire, mais maintenant vous le savez. Wilhelm établira une comparaison entre Séraphine et Van Gogh. Et il y a peut-être un peu de ça. Comme Van Gogh, l'œuvre de Séraphine est incomprise de ses contemporains. Comme Van Gogh, elle est fragile psychologiquement. Et n'étant pas psy, je ne m'amuserai pas à mettre des noms sur leur pathologie potentielle. Tout ce que je sais, c'est qu'ils ont tous les deux séjourné en hôpitaux psychiatriques, ce qui ne veut strictement rien dire. Fait intéressant, si vous cherchez des œuvres de Séraphine dans un musée, elles seront certainement au rayon art brut. Qu'est-ce donc que ce machin-là? Il s'agit d'un terme servant à désigner les productions de personnes exemptes de culture artistique. Van Gogh possédait une grande culture picturale, tandis que Séraphine n'y connaît strictement rien. Elle est issue d'un milieu très humble et peint pour des raisons pratiquement mystiques. Et c'est cette simplicité, cette naïveté qui ondule sans cesse entre poésie et folie qui rend son personnage vraiment touchant. Sa relation avec Wilhelm Hude est aussi très belle, et la souffrance de l'un et l'autre connaît des moments de respiration poignant à travers l'art. Le vrai problème du film, c'est qu'il est un rien trop long et qu'il est dans son format très classique, alors qu'il parle d'une artiste d'une modernité saisissante. Mais le portrait qu'il dresse de Séraphine est juste trop touchant pour que ses défauts prennent le pas sur les qualités du film. De plus, la relation instinctive, presque animale, de Séraphine à son art change de l'habituelle image de l'artiste torturé. Car si elle n'est pas un modèle d'équilibre psychique, on sent plus souvent Séraphine exaltée qu'en souffrance. Et on enchaîne avec un film que j'aime peut-être pour de mauvaises raisons, à savoir son casting. La jeune fille à la perle est une adaptation du roman éponyme de Tracy Chevalier, lui-même inspiré du tableau éponyme de Vermeer. C'est la spécialité de Tracy Chevalier, inventer une histoire pour combler les mystères derrière une œuvre d'art. D'ailleurs, les romans sont très sympas. Ici, il s'agit d'imaginer l'identité d'une des plus célèbres figures peintes par Vermeer. Ah, Vermeer, sans doute le plus grand de la peinture hollandaise du XVIIe siècle. Je comprends la fascination de Tracy Chevalier pour l'artiste. Peintre très peu prolifique, on ne connaît à ce jour qu'une quarantaine d'œuvres qui lui sont attribuables. Et parmi celles-ci, La jeune fille à la perle, chef-d'œuvre témoignant du don absolu de Vermeer pour saisir les lumières et les couleurs, est particulièrement remarquable. Mais qui pourrait incarner cette beauté sans nom? Qui pourrait devenir à l'écran le maître hollandais? Tour de force du casting. Scarlett Johansson sera la demoiselle aux bijoux et Colin, Monsieur Darcy Firth, sera Vermeer. Tous deux remplissent leur rôle à merveille et proposent des interprétations tout en nuances. Johansson, devenue Grit, est une domestique protestante dans la demeure catholique de la famille nombreuse de Vermeer. Chargée de nettoyer son atelier, elle se découvre une curiosité artistique et lui se rend compte qu'elle est dotée d'une sensibilité presque naturelle aux lumières et aux couleurs. Oui, ok, la scène où il lui demande de quelle couleur sont les nuages est super mièvre, mais j'y peux rien, c'est Colin Firth, avec moi ça marche!
En fait, le film est intéressant pour plusieurs raisons. L'histoire inventée par Tracy Chevalier est fleur bleue, mais efficace. Ensuite, cela permet de découvrir quelques éléments de la vie de Vermeer, de voir comment il peignait, de comprendre ses relations avec son mécène, etc. Mais surtout, ce que je trouve chouette, c'est que le film nous plonge vraiment dans le XVIIe siècle hollandais et n'hésite jamais à s'arrêter sur des détails. On voit les gens vivre et leur quotidien ne s'efface pas devant la trame principale. Ça apporte vraiment un côté authentique et instructif au film, qui est par ailleurs très plaisant esthétiquement. Encore une fois, c'est peut-être pas un chef-d'œuvre du 7e art, mais un bon film à voir. Si Séraphine évite les effets larmoyants, et si la jeune fille à la perle se révèle finalement plutôt pudique, mon troisième film, lui, n'hésite pas à sortir les violons. La femme au tableau, sorti cette année, peut avoir les travers d'une production hollywoodienne. Mais le film, heureusement, est sauvé par deux éléments, ses acteurs et son histoire. Une histoire vraie, celle de Maria Altman, incarnée à la perfection par Hélène Mirren, qui va un jour faire une demande inattendue à un jeune avocat, interprété par Ryan Reynolds, étonnant de finesse. Elle lui demande qu'il l'aide à récupérer un tableau ayant appartenu à sa famille et qui leur a été volé par les nazis. Le hic ? Le tableau en question, c'est ça, un des tableaux les plus connus du peintre autrichien Gustav Klimt, et alors un symbole national pour le pays, surnommé la Joconde autrichienne. Au début, le jeune avocat est quelque peu sceptique. Pourtant, lui-même n'est étranger ni à l'art, ni à l'histoire de l'Autriche, puisqu'il est le petit-fils du compositeur Arnold Schoenberg. Il finira par se laisser toucher par Maria Altman et se ralliera à sa cause. Car le duo doit faire face au refus du gouvernement autrichien. Il faut prouver que le tableau a bien appartenu à la famille Altman, puis il faut régler des soucis de testament. Et si cette Joconde avait été donnée au musée du Belvédère en toute légalité? Entre conflit moral et légal, le film traite en fait de pas mal de thèmes en même temps. Il y a celui, non négligeable, de notre rapport à la possession d'œuvres d'art. Car après tout, ce que le film nous montre, c'est que la famille de Maria Altman était une famille bourgeoise, extrêmement privilégiée, qui avait la chance de pouvoir posséder de telles toiles. D'un point de vue strictement éthique, on est en droit de se demander si, au décès de leur propriétaire, au lieu d'être léguées à ses descendants, ces œuvres ne devraient pas être confiées à des musées, où elles peuvent être vues par le plus grand nombre. Les inégalités liées à l'héritage ne sont pas qu'économiques finalement, mais aussi culturelles. Après j'extrapole beaucoup, et le film vaut surtout pour les conflits législatifs qu'il met en avant. Mais si ça vous intéresse plus, il faudra demander à Lex Tutor de vous expliquer, parce que moi je vais forcément dire des bêtises. Le film vaut aussi pour ce qu'il montre des problématiques liées aux politiques de restitution qui ne tiennent pas toujours compte de la souffrance des familles. Celle de Maria Altman, qui a vécu une tragédie inimaginable, est au centre du film. Laissons de côté le droit et retournons du côté des biopics avec Pollock. Et en voilà un film qui sait éviter les clichés hollywoodiens. En même temps, devant et derrière la caméra, il y a Ed Harris. Donc la qualité est au rendez-vous. Et je me rends compte que depuis le début, je dois donner l'impression de vous vendre des films sur leur casting. C'est absolument honteux. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, Jackson Pollock est un peintre américain et l'inventeur de l'action painting. Il a notamment mis au point la technique du dripping, qui consiste à laisser couler la peinture sur la toile afin de créer des formes abstraites. Avant de voir ce film, j'adorais déjà les tableaux de Pollock où il utilise cette technique. Mais comme j'ai tendance à refuser de lire une œuvre à travers la biographie de son artiste, je ne connaissais rien de la vie de Pollock. Et franchement, je serais passée à côté de quelque chose si je n'avais pas vu ce film. Parce que Pollock, ce n'est pas que l'action painting. Au début du film, il est cet artiste en galère dans un studio miteux de New York. Son style de l'époque, à mi-chemin entre le muralisme et l'expressionnisme abstrait, avec une touche de Picasso dedans, je l'ai découvert en voyant le film. Et franchement, même si je comprends pourquoi c'est pas ça qui l'a fait connaître, je trouve cette période hyper cool. Bref, à cette époque, il rencontre une artiste, Lee Krasner, qui deviendra sa compagne. Je crois que sans elle, nous n'aurions pas connu grand chose de Pollock. Nous n'aurions en tout cas certainement pas eu l'action painting. En effet, très jeune, Pollock montre des signes d'alcoolisme. Et Lee Krasner se battra corps et âme avec lui contre cette maladie, par amour pour lui et parce qu'elle croit en lui en tant qu'artiste. C'est un peu triste quand même parce que ça a complètement éclipsé sa propre carrière. Bref, Lee Krasner sort Pollock de New York et ensemble ils vont vivre à la campagne, où loin de ses démons, Pollock met au point la technique qui le rendra célèbre.
Le film ne nous dit pas vraiment pourquoi Pollock sombre à nouveau dans l'alcool. Ce sont des choses trop complexes à expliquer pour qu'on puisse mettre en avant une raison franche et massive. Peut-être, étant un brin misanthrope, il n'a pas supporté le succès, car Pollock a été une star de son temps. Le film est sur ce point très intéressant, car il nous dévoile le milieu artistique de l'époque, notamment à travers la figure de Peggy Guggenheim, mécène, collectionneuse et galeriste. On suit donc l'ascension et le déclin d'un artiste dévoré par ses mots. Le destin de Pollock est cruel, et la nature autodestructrice du personnage fait peine à voir, tant il est par ailleurs brillant. Et le film, aussi triste que ce soit à dire, illustre cette vie gâchée à merveille. Pour finir, que diriez-vous de parler d'une œuvre de fiction pure ? Dans le film d'animation Le Tableau, il n'est question d'aucun artiste ayant un jour existé. Son histoire nous plonge dans un tableau que son peintre a laissé inachevé. Ce dernier est peuplé de 3 types de personnages. Les tout peints, qui sont entièrement peints, représentent la classe la plus privilégiée du tableau qui s'est, par conséquent, accordé le droit de vivre dans le château. Les pas finis sont eux presque entièrement peints, mais comme il leur manque ça et là des couleurs, ils sont considérés comme inférieurs aux tout peints et doivent donc vivre dans les jardins. Et puis il y a les roughs, qui n'ont aucune couleur puisqu'ils ont été laissés à l'état d'esquisse. Les chasser est le sport préféré des tout-peints, qui les trouvent pourtant à ce point insignifiants qu'ils ont parfois du mal à les voir. Le monde merveilleux des tout-peints est un jour secoué par un scandale. L'un d'entre eux, tel un Roméo de gouache, s'est épris d'une pas finie. Chassé par ses semblables, il se retrouve embarqué avec une pas finie et un rough dans une folle aventure. Tous trois décident de se mettre en quête du peintre afin qu'il termine le tableau, mettant ainsi enfin un terme aux inégalités qui y règnent. Ils voyagent de toile en toile, y rencontrent divers personnages, y compris l'autoportrait du peintre, jusqu'à ce qu'ils trouvent un moyen de rendre la société de leur propre tableau meilleure. J'adore le concept de ce film! Il est super original et il permet de développer plein de thèmes intéressants. D'ailleurs, le film peut être vu comme un conte existentialiste, voire prenant une certaine forme d'athéisme, les personnages du tableau voyant le peintre comme un dieu créateur et omnipotent. Comme tout se passe dans des peintures, les animateurs nous offrent des personnages et des corps splendides. Les couleurs, les traces de pinceau, les formes quasi abstraites sont des parties inhérentes du dessin qui le rendent vraiment unique. Seul bémol, cette très belle animation est parfois un peu rigide, ce qui a tendance à rendre les scènes d'action légèrement molles. Heureusement, la superbe musique compense largement ce défaut. Et puis, l'animation du tableau regorge d'un nombre tellement hallucinant de références à l'histoire de l'art qu'on n'a pas vraiment le temps de se rendre compte de cette rigidité. Le seul vrai point noir du film, c'est sa fin. Le film, s'il s'était arrêté à un certain moment, aurait été parfait, et se serait contenté d'être une très jolie fable existentialiste. Mais je sais pas pourquoi, le scénariste a ajouté ces 5 dernières minutes qui viennent vraiment gâcher cet aspect. Donc j'ai limite envie de dire, matez le film, mais zappez les 5 dernières minutes. Et là, c'est que du plaisir. Et voilà qui conclut cette série de vidéos spéciale Noël. Si vous cherchiez des idées de films ou de documentaires ayant rapport à l'art, j'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez des avis à partager sur ceux dont j'ai parlé, ou si vous en avez d'autres à recommander, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Et puis comme d'habitude, je vous invite, si ça vous a plu, à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est déjà fait. En attendant, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes et je vous dis à bientôt pour encore plus d'art.